Salut les geeks et les geekettes, youpi tralala. Aujourd'hui encore un 5% youpi tralala avec la critique de Vampire Story avec 2Y, Oscillation avec un quiz dedans. Pardon, et le Hidden Palace, je sais plus. Ah oui, si, tout de suite les news. C'est ça, les news. En attendant la critique dans le prochain EXP, voici quelques infos fraîches sur The Last Remnant, le RPG next-gen pour le moment exclusif à la Xbox 360 développé par Square Enix. L'éditeur a en effet annoncé la disponibilité prochaine d'un contenu téléchargeable gratuit via le Xbox Live qui comprendra le Purgatoire, un kit de défi et la clé des ruines ancestrales, disponible à partir du 1er décembre pour les abonnés Gold et une semaine plus tard pour les abonnés Silver. Le 15 décembre, membres Gold et Silver pourront télécharger pour 100 points le kit de marche martiale, qui offrira 3 nouvelles formations aux joueurs. Et pour terminer, un second kit de défi gratuit appelé le Prix du Mensonge sera accessible en Gold le 22 décembre et en Silver le 29. Rappelons que ce RPG utilise le moteur Unreal Engine 3 et placera le joueur dans un monde médiéval fantastique où la guerre fait rage pour acquérir des artefacts appelés rémanences. Disponible depuis plus de 2 ans sur PC, le MMORPG gratuit Arklord a encore grossi. Après la mise en ligne de l'épisode 3 L'éveil des esprits, Codemasters Online a en effet mis à la disposition de sa communauté un tout nouveau serveur, baptisé Siripus. Totalement dévoué au PVP, ce serveur permettra aux gros demi-million de joueurs connectés de se taper dessus, ce qui se fait généralement entre humains, orques et elfes. L'univers médiéval fantastique de Arklord espère ainsi attirer toujours plus de joueurs, Codemasters déclarant recruter des dizaines de milliers de nouveaux membres chaque semaine. Rappelons que ce jeu est téléchargeable gratuitement sur le site officiel arklordgame.com et fonctionne sans abonnement. On poursuit dans le genre MMORPG avec EverQuest 2. Le vieux MMO développé par Sony Online s'est en effet offert une toute nouvelle extension avec The Shadow Odyssey, sortie fin novembre. Cette dernière est accessible à la fois en ligne et en magasin. Pour être précis, The Shadow Odyssey est un pack de compilation qui comprend 5 packs d'extension et 3 packs d'aventure. Du nouveau contenu sera ainsi proposé aux joueurs de niveau 50-80, ainsi qu'une vingtaine de nouvelles zones. De quoi se réchauffer durant cet hiver pour tous les vieux joueurs d'EverQuest 2. Bien connu de la communauté PC pour les excellentes séries Dark Reign et surtout Battlezone, Pandemic a depuis un peu perdu de sa superbe d'antan en sortant les sympathiques sans plus Mercenaries 2 et Destroy All Humans. Mais le studio californien s'apprête à revenir en force en janvier 2009 avec Le Seigneur des Anneaux, l'Âge des Conquêtes. Développé en collaboration avec New Line Cinema, ce jeu d'action semble mettre à profit l'ensemble du bestiaire mis en image par la trilogie du grand Peter Jackson. Et pour cause, il sera possible de prendre part au combat côté Sauron. Et oui, il est bel et bien possible de casser du Hobbit à grands coups de défense d'Olifant. Reprenant un système de jeu qui devrait plaire aux amateurs de Star Wars Battlefront, également développé chez Pandemic, Le Seigneur des Anneaux, l'Âge des Conquêtes laisse au joueur la liberté de contrôler qui il veut, quand il le souhaite. Et cerise sur le gâteau, en plus de la possibilité de jouer jusqu'à 16 en ligne, un mode split screen permettra également à 4 joueurs de jouer ensemble, ou les uns contre les autres sur le même canapé. Super news, hein. Faut
je suis désolé, là, j'ai vraiment un petit peu de mal. Je suis tout congestionné, tout gonflé. En plus, j'ai super mal dormi. Hein. Ce matin, à 5 h, il y a Pirou, il a débarqué. Il est venu me voir, et il m'a réveillé. Il portait une espèce de combinaison. On aurait dit un cosmonaute, hein, ça m'a bien fait rigoler. Il m'en a tendu une, vite fait. Il m'a dit mets ça vite. Hein. J'ai compris qu'il y avait un accident qui s'était passé dans la salle de montage. Mais bon, moi, ça m'étonne pas. Hein. Ces gars-là, ils travaillent toute la nuit, tout le temps. Alors forcément, après, il y a des accidents. Lorsque les fanats de jeux d'aventure découvrirent les premières images de A Vampire Story en juin 2004, ils commencèrent à nourrir de grands espoirs envers ce titre. Il faut dire qu'à l'époque, le point and click n'avait pas encore connu la résurrection spectaculaire qu'il a vu revenir sur le devant de la scène vidéoludique au cours des dernières années. Et de plus, le jeu était écrit et dirigé par Bill Tiller, ancien directeur artistique de LucasArts à qui l'on doit les styles graphiques inimitables de grands classiques, comme The Dig ou surtout The Curse of Monkey Island. Longtemps restée une production indépendante développée sur leur temps libre par quelques passionnés avides de redorer le blason de l'aventure graphique à l'ancienne, A Vampire Story avait finalement trouvé un éditeur en 2006. Il ne restait alors plus aux fans qu'à s'armer de patience face aux multiples retards du titre pour enfin savoir si le jeu de Bill Tiller allait apporter un peu de sang frais au genre point and click. Surprise! L'histoire de A Vampire Story se déroule à la fin du 19e siècle dans un petit pays fictif d'Europe de l'Est appelé Draxylvanie, le bois du diable. Le baron vampire Schrödi von Kiefer règne en maître sur le château de Ouarg, sinistre ersatz de Castlevania qui se dresse menaçant au milieu d'un lac hanté. Schrödi est obsédé par Mona de Lafitte, une jeune chanteuse d'opéra, et a fait d'elle une vampire, la retenant prisonnière dans la plus haute tour du château. Mais la jeune femme a un caractère assez sanguin. Tenant tête à Schrödi et repoussant encore et toujours ses avances, elle guette la première occasion de s'enfuir du lugubre manoir et rentrer dans son Paris bien-aimé. Il faut préciser que Mona vit dans le déni de sa condition de mort-vivante, préférant par exemple croire qu'elle boit du vin très épais plutôt que du sang frais. Une nuit, alors que Schrödi erre dans la campagne draxylvanienne en quête de ce fameux millésime O positif destiné à sa bien-aimée, il se fait toxir par un duo de chasseurs de vampires. Désormais libérée de son oppresseur, Mona, accompagnée de son seul ami Frédéric, une chauve-souris sarcastique, va devoir trouver un moyen de quitter le château Ouarg, échapper aux chasseurs de vampires qui cherchent à finir le travail et quitter ce pays décidément bien trop peu civilisé pour une jeune femme de sa qualité. And you're not totally free. You still have to find the key to the boathouse. Till then, you're stuck here. Oh, right. Good point. Classique, voilà un mot qui peut parfaitement définir A Vampire Story. En effet, ces mécaniques de jeu sont directement héritées des jeux LucasArts, et particulièrement de Full Throttle et de The Curse of Monkey Island. Comme dans ces deux derniers, maintenir le bouton gauche de la souris sur un objet avec lequel il est possible d'interagir permet de faire apparaître un menu proposant les 4 actions basiques dont est capable Mona: examiner, actionner, parler et voler. Car oui, Mona possède bien sûr quelques pouvoirs vampiriques, comme par exemple celui de se changer en chauve-souris et voler jusqu'à des endroits inaccessibles. Un clic droit permet d'ouvrir l'inventaire, en forme de cercueil, cela va sans dire. Celui-ci servira à entreposer des objets ramassés lors de l'aventure, mais aussi des indices et des idées. Par exemple, Mona ne se trimballera pas une lourde masse d'armes en permanence, mais pourra stocker l'idée de l'utiliser dans son inventaire. Le moment opportun, il suffira de sélectionner l'idée pour déclencher une cutscene où Mona ira chercher la fameuse masse d'armes pour l'utiliser. Concrètement, ça ne change pas grand-chose en termes de jeu, mais cela rend les interactions plus plausibles. Après tout, la frêle Mona ne peut pas transporter sur elle l'équivalent d'un camion de déménageur, non ? Cette petite facétie mise à part, le jeu est bâti sur les recettes solides et ancestrales du point and click. Résolution d'énigmes, dialogue avec des personnages hauts en couleur, exploration de lieux étranges, tout est là. Comme dans Secret Files Tunguska, il est possible par une simple pression sur Tab d'afficher à l'écran toutes les zones interactives du lieu, histoire d'être sûr de ne rien louper. Ce sera du reste la seule aide que le jeu proposera à l'aventurier. Si le gameplay de A Vampire Story pourrait de prime abord sembler daté, voire vieillot, cela contribue en grande partie à ce qui fait le charme du jeu. On a vraiment l'impression d'être revenu à la grande époque, celle des Day of the Tentacle, des Space Quest et autres Discworld.
Graphiquement, le titre est splendide. Comme on pouvait s'y attendre, le jeu brille par sa direction artistique impeccable et cohérente, évoquant immanquablement les films d'animation de Tim Burton. Au niveau sonore, là encore, aucune fausse note. Les musiques sont douces, discrètes et parfaitement adaptées à l'ambiance du jeu. Et les voix en anglais sont très bien choisies. Oh, man! It's this way they are never going to get off the Certes, island. le timbre au perché de Mona et son accent français, quelque peu forcé, pourront peut-être en agacer certains. Mais cela est une question de goût et ne remet nullement en cause la qualité générale du doublage. Enfin, le jeu est très bien écrit, ne surjouant pas la carte des références aux grands classiques du jeu d'aventure, même si celles-ci sont présentes. Les énigmes, parfois capillotractées, restent logiques dans leur contexte. Les dialogues sont pleins d'esprit et le duo formé par Mona l'ingénue et Froderick le cynique fonctionne parfaitement. Bref, si l'on ferme les yeux sur quelques vilains bugs par-ci par-là, cette histoire de vampire a tout pour plaire. Finalement, la seule chose qui manque à A Vampire Story, c'est un peu plus d'ambition. L'équipe de Bill Tiller, peut-être par manque de moyens, délivre une aventure excellente, mais pas non plus inoubliable. Si le succès est au rendez-vous, il semble inévitable qu'une suite soit mise en chantier, et il ne restera plus qu'à croiser les doigts pour que la belle Vampire y fasse preuve d'encore plus de mordant. That was very unusual. He said Mona? Who is this Mona, I wonder? Our work here is most decidedly not done. Oui, donc, je continue mon histoire de combinaison. Hein. J'ai porté ça tout le week-end. Et puis ça me donnait des démangeaisons, c'était pénible. Hein. Puis j'avais tout abîmé et ça grattait. Pour me venger, j'ai pas nourri les monteurs. Hein. Maintenant, quand même, je me sens un petit peu mieux. Dans Oscillation, nous parlons toujours de musique et de la manière dont elle est composée pour susciter tel ou tel effet. Eh bien, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de musique, mais de bruitage. Véritable mini chef-d'œuvre, les bruitages des grands classiques de jeux vidéo nous ont marqués pour toujours. Ils méritent donc que nous leur consacrions un peu de notre temps. Afin de bien les mettre au centre de notre attention et de les décorréler pendant un instant de leur correspondance en images, nous allons faire un petit quiz. Cette semaine, je vous passe 20 sons différents. Je vais les numéroter de 1 à 20. Je vous invite à les écouter attentivement et à tenter de deviner de quel jeu ces sons proviennent et qu'est-ce qu'ils représentent. Et les réponses, vous les aurez la semaine prochaine. Petite précision néanmoins, les sons ne proviennent pas de 20 jeux différents, loin de là. Maintenant, place au bruitage des grands classiques.
ça va quand même beaucoup mieux. Hein. Je suis allé voir à l'infirmerie, le docteur Lacave, j'avais le dos, il était tout gonflé, et puis ça grattait, ça grattait. Ah bon, ils m'ont bandé le dos, et puis Lacave, il m'a dit « Oh, t'as plus besoin de porter la combinaison, hein ?» Mon petit doigt me dit que cette nuit, j'ai bien dormi, moi. Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Bien avant l'arrivée de Sonic le Hérisson, Sega eut plusieurs mascottes, comme Alex Kidd, Wonder Boy ou encore Flicky. Mais il ne faut pas oublier une autre mascotte électronique, il s'agit d'Opa Opa. Le petit vaisseau tricolore n'apparaît pas pour la première fois dans un jeu vidéo, mais dans un animé, qui se nomme Zillion. Cette série sera d'ailleurs adaptée en jeu vidéo sur Master System. Opa Opa apparaît la première fois dans un jeu, dans Fantasy Zone. Il s'agit d'un shoot 'em up pastel et kawaii. Le vaisseau se déplace latéralement, et il est aussi possible d'aller vers la droite ou vers la gauche, chose assez rare pour être soulignée. On peut le considérer comme un descendant japonais de Defender, puisqu'il reprend à peu près le même système de déplacement latéral, mais aussi la carte du niveau. Dans Fantasy Zone, il faut détruire toutes les sentinelles avant de combattre des boss gigantesques. Au début du jeu, le joueur dispose d'une bombe et d'un double tir, mais il pourra aller au magasin pour acheter moultes items allant du laser à la bombe 16 tonnes. Avec son ambiance colorée et son humour, le jeu rencontra aussitôt le succès et connut un portage sur Master System qui asseoira la renommée du petit vaisseau spatial. La qualité d'adaptation est vraiment exceptionnelle pour une console de cette puissance, et on a parfois l'impression de se retrouver face à la version arcade. Le jeu connaîtra plusieurs adaptations, dont 2 sur console Nintendo, ce qui fait quand même beaucoup pour un jeu Sega. Car, est-il encore besoin de le préciser, Sega à l'époque était constructeur et non éditeur tiers. La version Famicom a été développée par Sunsoft, et il s'agit d'une bonne adaptation du titre. Même si elle reste moins jolie que sur Master System. La version NES, elle, sera développée par Tengen, et dès la jaquette, on comprend que la qualité ne sera pas au rendez-vous. Une espèce de Opa Opa angulaire et chromé annonce la couleur, et on se retrouve devant un Fantasy Zone pas terrible. La suite ne se fera pas trop attendre, car en 1987 sortira Fantasy Zone 2, The Tears of Opa Opa. L'univers est toujours aussi acidulé. Bien entendu, ce jeu connut également une suite sur Master System, dans une version une fois de plus très fidèle. Opa Opa reviendra un peu plus tard dans Fantasy Zone The Maze. Un épisode qui tranche radicalement avec ce qui a été fait avant, puisqu'il ne s'agit plus d'un shoot 'em up à proprement parler, mais plus d'un clone de Pac-Man. Opa Opa doit attraper des pièces disséminées dans chaque tableau. Et le succès de la version Master System fut au rendez-vous grâce notamment à son mode de joueur. Viendra ensuite un épisode Game Gear qui renoue avec les origines mais qui a son caractère propre. Il a été développé par Sanritsu, ce qui explique cette petite différence. Les graphismes sont un peu plus réalistes. Plus tard sortira sur Mega Drive Super Fantasy Zone. Il s'agit plus ou moins d'un remake du premier Fantasy Zone sorti sur arcade. Les mondes et les boss sont pourtant différents. Le jeu est logiquement plus beau que son grand frère. Il existe une petite manipulation pour réentendre le thème de Opa Opa dans cette version. Ce sera le dernier épisode de la saga. La série connut toutefois quelques spin-offs. Galactic Protector, sur Sega Mark III, n'est jamais sorti en Occident car il se joue avec le pad à molette de la console. Dans ce jeu, le joueur doit stopper les assauts rivaux avant que la planète ne soit envahie par les monstres. À part les vaisseaux, on ne voit pas très bien le rapport avec l'ambiance de Fantasy Zone. Sur la jaquette de la version Game Gear de Kinetic Connection, on voit apparaître des petits Opa Opa. Et pourtant, dans le jeu, on n'en voit pas tant que ça. Ce jeu fleure bon le jeu de taquin, et lorsqu'on laisse la console tourner sans rien toucher, des petits Opa Opa viennent aider le joueur. Un épisode PC Engine devait voir le jour sous le nom de Space Fantasy Zone. Bien qu'une version pirate circule sur internet, le jeu n'est jamais sorti. Le jeu devait se jouer à la 3e personne et ainsi profiter d'une immersion encore plus complète à la manière d'un Space Harrier. Pour la petite anecdote, quelques Français s'étaient réunis pour pouvoir se payer une des rares versions bêta du jeu. Le vendeur japonais refusa longtemps de se séparer de sa pièce de collection, pensant qu'une fois acquise, cette version serait distribuée en copie illégale sur le net. Et ça n'a pas manqué, car peu de temps après, on pouvait trouver ce disque en copie sur le net, renforçant encore plus la réputation médiocre des Français. Mais n'épiloguons pas trop et passons quand même à la suite.
En 2003, Fantasy Zone connut un remake grâce au Sega Ages. Un remake tout en 3D rendant hommage au shoot 'em up le plus kawaii de tous les temps. Il est amusant de noter que lors de la bataille contre les boss, la caméra se place derrière le joueur, rappelant ainsi fortement le Space Fantasy Zone. En septembre 2008, dans la compilation Fantasy Zone Complete Collection, on peut trouver un bonus de taille. Il s'agit d'un remake de Fantasy Zone 2 à la manière System 16, une carte arcade de Sega. Bien entendu, connaissant Sega et vu la popularité d'Opa Opa, il était bien normal de le retrouver en guest dans bon nombre de jeux. Voici une petite liste. On retrouve donc naturellement plusieurs fois Opa Opa dans Zillion sur Master System. Il explique le déroulement du jeu à certains moments, et on le voit tout à la fin du jeu également. Et qui ne se rappelle pas de la première phrase que l'on entend dans Space Harrier? Welcome to the Fantasy Zone. Get ready. Ce qui nous laisse supposer que Space Harrier et Fantasy Zone sont dans le même univers, une affaire à creuser. Il apparaît également dans Flashpoint, un puzzle game de Sega, où il vient souhaiter bonne chance aux joueurs. Mais si on regarde bien l'arrière-plan, on s'aperçoit qu'il s'agit du même que dans Fantasy Zone. Dans Quartet, il accompagne Alex Kidd et Teddy Boy dans le sound test. Dans Alex Kidd and the Lost Stars, un des items à débloquer est un Opa Opa géant. Dans Tom et Jerry The Movie, sur Master System et Game Gear, on peut trouver des affiches avec Opa Opa dans le monde 3. À la fin de Golden Axe, on peut trouver des bornes où sont marqués Opa Opa et Pao Pao, un clin d'œil beaucoup plus dissimulé. Mais des fois, ce sont juste des musiques de Fantasy Zone qui s'incrustent dans d'autres jeux. Dans Alex Kidd in High Tech World, on peut écouter l'OST de Fantasy Zone sur son tourne-disque. On peut aussi entendre un remix de la musique d'Opa Opa dans Phantasy Star 4 dans la Guilde des Chasseurs. Cette musique s'appelle d'ailleurs Pao Pao dans le sound test. Mais Sega avait l'air de bien apprécier la musique de la boutique de Fantasy Zone, car on la retrouve également dans la boutique de Super Hang-On sur Mega Drive. Turbo Outrun aussi utilise le thème du magasin de Fantasy Zone. Thème que l'on retrouve également dans GP Rider sur Game Gear. Fantasy Zone est donc bien un jeu phare de chez Sega, et il aura su plaire à toute une génération. Génération qui manque cruellement de titres de ce genre. Alors Sega, sois sympa, branche-nous sur un Opa Opa. Eh ben moi, je vais continuer à me soigner, hein. Je pense que ça va aller mieux d'ici, attendez, on est lundi, donc d'ici mercredi. D'ici là, je vous fais encore plein de bisous, et puis je vous dis à bientôt, à bientôt. Et des bisous.